quelques mots, donc mon nom est Pierre Bracci, je suis astronome et je travaille à l'Observatoire de Genève. Je suis responsable de la communication pour le pôle de recherche Planète S. Donc ces pôles de recherche nationaux sont des pôles qui réunissent plusieurs universités, en l'occurrence celle de Genève et celle de Berne, et c'est un pôle de recherche nationale sur les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc le contexte, le Conseil fédéral estime que la Suisse manque de scientifiques et d'ingénieurs. C'est pour ça qu'il a instauré cette politique des pôles de recherche nationaux. Ça fait une quinzaine d'années que cette politique a été instaurée. Il choisit à peu près 5 à 6 pôles de recherche nationaux tous les 4 ans. Donc il nous a attribué ce pôle Planète S, Genève à Berne, et c'est quand même beaucoup d'argent. En l'occurrence, pour nous, c'est 33 millions sur 4 ans. Donc la moitié Fonds national de la recherche et la moitié les deux instituts hôtes, c'est-à-dire Genève, les universités de Genève et de Berne. Donc le mandat du Fonds national de la recherche scientifique, on doit communiquer, sensibiliser les gens à la science, vulgariser. Alors les moyens qu'on a à disposition, ce sont les médias. Il faut toucher les médias, il faut toucher le grand public et surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Or, vous voyez, là, c'est marqué, selon la fondation bâloise Gebert Ruft, eh bien, la communication institutionnelle, c'est-à-dire celle qui a lieu régulièrement dans les médias, les expositions, les événements, comme par exemple les 200 ans de la Société suisse des sciences, etc., ne touchent que 30% des gens, et ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes qui sont intéressés par la science. Donc, et puis en plus de ça, c'est héréditaire, on va dire. Les parents transmettent leur intérêt pour la science aux enfants, et comment dire, le fossé est toujours le même et a tendance à s'amplifier, et ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à motiver des jeunes ou à suggérer des vocations pour la science et pour la technique en général. Donc Planète S est à la recherche de nouveaux publics. C'est 2 projets qu'on a eus cette année. Alors le premier, donc pourquoi des nouveaux publics? Parce qu'on voudrait montrer aux jeunes que des fois la science peut dépasser la science-fiction. Alors là, j'ai pris une image, là, celle du haut, en haut à gauche. C'est une vue d'artiste, bien sûr, mais c'est un système planétaire qu'on a découvert à l'Observatoire de Genève. Donc il y a 3 étoiles. Il y a vous voyez, il y a 2 étoiles là, qui tournent l'une autour de l'autre. Vous avez une 3e étoile qui est plus grosse, qui tourne autour de ces 2 étoiles, comme ça. Et autour de la grande étoile, il y a 2 planètes, dont une qui pourrait ressembler à la nôtre. Donc, vous voyez, ce sont des systèmes planétaires qui n'ont même pas été imaginés par la science-fiction. Ceux qui ont vu Star Wars se souviennent de Tatooine, où il y a 2 étoiles. Mais maintenant, on a trouvé avec 3, voire 4 étoiles. Et des systèmes planétaires où récemment, c'était en février, on a trouvé un système planétaire où il y a 7 planètes qui sont des petites planètes, dont 3 sont rocheuses et 3 sont dans la zone habitable. Donc vraiment, là où il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, où l'eau pourrait être sous forme liquide, et donc éventuellement un endroit propice au développement de la vie. Donc voilà, ça c'est notre but, c'est de montrer que des fois la science, non seulement ça peut être fun, parce que c'est vrai que l'astronomie, c'est vraiment une science très, très chouette, même si des fois c'est un peu long, il y a beaucoup de mathématiques et de physique, vous vous en doutez, mais, et puis que cette science-là peut dépasser donc, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, pour atteindre des nouveaux publics, notre premier projet, c'était d'atteindre les fanatiques de science-fiction, et on est allé dans les fantasy shows. Fantasy show, c'est ces gens qui se costument, on ne va pas dire se déguiser, ils se costument, attention, avec principalement inspirés par des films de science-fiction. Donc on avait, vous voyez, un stand où on expliquait un peu ce qu'on fait à l'Observatoire et principalement dans le pôle de recherche nationale Planète S. Et puis le deuxième projet, c'est un projet de ce qu'on pourrait appeler de science citoyenne. Maintenant, de plus en plus, vous avez des sites Internet, le plus connu, le premier qui a commencé, il s'appelle Zoo Universe, et on proposait aux internautes de classifier des galaxies. Il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de photos de galaxies qu'il fallait identifier. Est-ce qu'elles étaient sphériques? Est-ce qu'elles étaient,
spirales, barrées, etc. Et là, vous avez une photo de gens qui cherchent à identifier des oiseaux, par exemple. Donc ça, c'est un mouvement dans la société qui est de plus en plus important, ce mouvement de citizen science. Alors la science citoyenne, elle a des gros avantages. C'est que vous avez un grand nombre de ces citoyens scientifiques. Et en général, ils sont bien équipés, ce sont des gens qui s'intéressent donc à la science, qui ont des ordinateurs, qui ont accès à Internet, qui comprennent assez rapidement ce qu'on leur demande, etc. Par contre, ça a deux inconvénients. C'est que ce sont des personnes qui sont a priori intéressées par le sujet. Donc, on est de nouveau dans cette frange de 30 à 40% de gens qui sont intéressés par la science. Et nous, ce n'est pas ce qu'on cherchait à faire. Et puis, il y a aussi un autre inconvénient, c'est que l'assiduité s'estompe avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt leur dire « Attendez, revenez sur le site, voilà, on a mis ça en place, etc. » Donc, les gens classifient des galaxies peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après, ils se lassent. Ce qui est tout à fait légitime, hein, ceci dit. Classifier des galaxies, ça n'a rien de passionnant. Surtout si on n'a pas de retour scientifique après, ou on nous explique pourquoi, on nous explique ce qu'on a trouvé grâce à notre travail, hein, ou à notre participation. Donc, on a pris une autre optique qu'on appelait le jeu citoyen. Vous voyez venir. Là, on a toujours, dans le cas de, bon, je ne vous cache rien, on prend le jeu EVE Online, il y a beaucoup de joueurs. Hein. Le public est plutôt jeune, hein, et puis c'est un public qui n'a pas besoin de le rappeler, lui dire attends, de l'assiduité elle diminue, etc. Parce que ces gens ils sont toujours en train de jouer, ou ils jouent pendant des années, donc ils sont toujours là et il n'y a aucun effort à faire pour les rappeler. Et ces personnes sont en général passionnées de science-fiction et de science également. Donc on a lancé le projet EVE Online. Donc, c'est un jour la petite start-up MMOS, c'est une petite start-up de Montaix, 2 personnes, un physicien et un informaticien. Vraiment, l'informaticien, c'est le roi du bidouillage, hein, c'est vraiment un gourou de l'informatique. Et puis, qui sont venus, les deux, ils sont venus une fois, un jour, à l'Observatoire, et ils m'ont dit, voilà, nous, on a un contact avec EVE Online qui aimeraient introduire des vraies données astronomiques dans leur jeu pour faire un peu de la science citoyenne dans le jeu. Est-ce qu'on pourrait vous demander, à vous, l'Observatoire, à vous, astronomes professionnels, des vraies données, et puis voilà, après on s'arrange de voir comment on retire l'information s'il y a des gens qui ont trouvé quelque chose d'intéressant, etc. Alors, ils m'ont expliqué ce qu'était EVE Online. Moi, je ne connaissais pas du tout ce que c'était EVE Online. Donc, c'est 500 000 abonnés. Donc, ce sont des gens qui payent, je crois, 10 ou 15 francs par mois pour jouer à EVE Online. Et il y en a 30 000 qui sont en ligne de manière permanente. Donc, on s'est dit, bah là, il y a un creuset de personnes qui pourraient être intéressées par ce qu'on fait, qui est fantastique. Alors, la première réaction, elle dit « Ok, on y va. Comment on s'organise pour faire ça ?» Alors, le projet, c'était introduire des données astronomiques réelles dans ce jeu vidéo. Alors, quel genre de données astronomiques, on en parlera tout à l'heure. Et comme ça, on pouvait utiliser le grand nombre de joueurs pour analyser ces données. Et puis, le retour des analyses, le retour revenait vers nous à l'Observatoire, et éventuellement donc des récompenses aux découvreurs. Pour ceux qui ne connaissent pas EVE Online, je vais vous donner une vague idée de ce que c'est. Le graphisme de EVE Online est assez incroyable. Voilà, leur nouveau Vous comprenez pourquoi ça a intéressé les astronomes. Oasis of life in an uncharted void. A galaxy where power and wealth spur humankind. Where 4 great empires see the fractured renaissance of man.
Wielding vast fleets, they carve their ideologies into the stars. The heroism and treachery of Capsuleers is woven into the fabric of New Eden. A story of industry, exploration, and conquest. However you choose to forge your destiny, Le modèle do de so l'étoile est remarquable. with heart. New Eden is yours to shape. This is where your legend begins. Voilà, alors ça vous donne une idée un peu du contexte et du graphisme du jeu. Alors, pour introduire ces données astronomiques, ils voulaient l'image d'un espèce de gourou pour expliquer un peu la philosophie des données, etc. Alors, ils ont demandé à Michel Mayor. Michel Mayor, c'est l'astronome suisse donc, qui a découvert la première exoplanète, c'était il y a 22 ans, c'était en 1995, et c'était à l'Observatoire de Genève. Et alors, ils ont demandé à Michel, voilà, est-ce que vous seriez d'accord de nous prêter votre image pour avoir cette image du gourou dans le jeu? Alors, il a dit d'accord, et puis bon, on a été invité à Reykjavik par les gens de CCP, et là, ils l'ont filmé pour en tirer une image de gourou. Alors bon, voilà ce que ça a donné. Hein. C'est peut-être pas tout à fait... Alors, ça reste... tout à fait dans l'esprit du jeu quand on voit le personnage. Hein. Donc voilà ce qu'ils ont fait de Michel Mayor, alors lui qui a plutôt un petit bide et puis qui a son petit pull rouge. Évidemment, ça ne ressemble plus tellement, mais c'est vraiment dans l'esprit du jeu. Alors, quelle est la méthode que vont utiliser les joueurs pour trouver des exoplanètes? Alors, il y a deux méthodes pour trouver des exoplanètes. Parce que les exoplanètes, on ne peut pas les voir, hein, ce n'est pas possible. L'étoile est beaucoup trop brillante pour voir l'exoplanète. Donc il y a deux méthodes qui sont indirectes. Il y a celle qui a été utilisée par Michel Mayor, justement. C'est celle qui utilise le fait que quand vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, elle fait bouger un tout petit peu l'étoile. Donc par influence gravitationnelle. Et ce petit mouvement de l'étoile, on est capable de l'observer et ça nous donne la preuve de la présence d'une planète autour de l'étoile. Ça, c'est la première méthode qu'on appelle celle des vitesses radiales. Et la deuxième méthode qu'on a introduite dans le jeu EVE Online, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits. Hein, c'est celle-ci. Quand vous avez une planète qui passe devant une étoile, voilà, elle va bientôt passer. Donc à gauche, vous avez la courbe de lumière, c'est-à-dire la lumière de l'étoile. Hop, elle passe devant l'étoile, elle crée une mini-éclipse. Et vous voyez que la lumière de l'étoile diminue un petit peu au moment où la planète passe devant l'étoile. Alors c'est ce genre de données qu'on va introduire dans le jeu vidéo EVE Online. Et les joueurs, vont devoir trouver cette signature ici que vous voyez. Hein, la petite baisse de lumière. Alors c'est pas aussi grand que ça. Hein. Une planète comme Jupiter fait baisser la lumière de son étoile, l'ordre de grandeur c'est 1%. C'est pas beaucoup. Une planète comme la Terre, c'est 0,01%. Donc c'est vraiment des données qui doivent être extrêmement précises, et c'est pour ça qu'on a pris des données qui viennent de satellites, parce qu'à Terre, on n'est pas capable d'avoir des mesures assez précises pour trouver des exoplanètes avec cette méthode des transits. Donc les acteurs dans ce projet, c'est EVE Online, bien sûr, MMOS, et puis l'Observatoire et le pôle de recherche PlanetES, dont je fais partie. Alors EVE Online nous fournit les jeux et les joueurs, bien sûr. L'Observatoire et PlanetES fournissent les données du satellite CORO, qui est hors service, qui a été envoyé au début des années 2000. Et vous voyez, il a mesuré des courbes de lumière pour 163 000... j'ai mis 160... Pardon. En fait, c'est 163 000 étoiles qui ont été mesurées par ce satellite. Et les professionnels ont trouvé à peu près 38 exoplanètes grâce à ce système. Et on pense qu'il y en a encore une dizaine, voire une quinzaine qui n'ont pas été découvertes. Et c'est ce qu'on va demander aux joueurs de EVE Online, c'est d'essayer de nous trouver des planètes
qui reste encore à découvrir. Alors évidemment, ça a fait un boom fantastique chez les joueurs. Je me suis allé à la FanFest de EVE Online, à Reykjavik. Ça se passe dans l'opéra de Reykjavik. Il y a 2000 joueurs qui sont là, qui viennent du monde entier. Hein. Et quand Michel Mayor a expliqué ça, ils étaient tous là, ouais, fantastique. Alors lui, il était un peu surpris, vous voyez. Il avait plutôt l'habitude de donner des conférences avec des parterres d'astronomes. Et puis là, il y a les joueurs qui étaient, ouais, vas-y, et tout. Alors, c'est ce qui lui a fait dire, moi, j'ai découvert une exoplanète, mais avec Reykjavik, j'ai découvert un autre monde. Hein. C'est comme ça. En plus, ils étaient déguisés, tout. C'était vraiment quelque chose d'assez génial. Donc, voilà. C'est les données du satellite Corot. Et MMOS a fourni l'interface pour le joueur. Alors, voilà une courbe de lumière d'une étoile qui a été un peu lissée. Et on voit le transit, vous voyez, juste la courbe qui est en dessus. Ah, pardon. Ah, il y a la traduction. Oui, excusez-moi. Donc, juste en dessus du mot fold, vous voyez une courbe de lumière qui a été... Ouais, c'est aussi un autre monde. Je suis d'accord avec vous. Donc, voilà, ça c'est la courbe de lumière originale. Ensuite, elle est lissée par un processus informatique qui est un peu compliqué à expliquer. Et puis là, on voit très bien le passage de la planète devant l'étoile. Alors ça, c'est vraiment le cas parfait, hein, je veux dire. C'est parce qu'on l'a trouvé, cette planète. On va demander aux joueurs de trouver autre chose, donc ils peuvent après élargir, etc. Et ça leur donne une image du système planétaire qu'ils ont éventuellement trouvé avec la classification. Tout ça, c'est expliqué justement par le gourou Michel Mayor dans le jeu. Donc voilà. Et puis alors après, mais ça va être de la responsabilité de CCP ou de EVE Online, c'est si des joueurs trouvent des exoplanètes, alors ça va faire une pub énorme pour EVE Online, hein, ça, il n'y a pas à douter. Pour nous aussi d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on le fait. Et puis ça peut permettre aussi à beaucoup de gens et de jeunes de savoir ce qu'on fait et puis peut-être de provoquer certaines, vocations. Alors, le lancement officiel du jeu EVE Online avec les données réelles, ça sera le 11 juillet. Donc, moi, je vous ai donné une avant-première de l'avatar de Mayor. Normalement, je ne devais pas le donner, mais bon, ça va être diffusé dans toute la presse spécialisée des jeux, etc. Et puis, il va y avoir une suite à ce projet. Parce que bon, là, on a introduit les données Corot, comme je vous ai expliqué. Il y a 163 000 étoiles. Il devrait y avoir une dizaine d'exoplanètes encore à trouver. Mais il va y avoir une suite, c'est-à-dire que l'année prochaine, les Américains vont lancer un satellite qui s'appelle TESS, pour Transit Exoplanet System Satellite, un truc comme ça. Et là, eux, ils vont regarder, ils vont analyser, vous voyez, 2 millions d'étoiles qui ressemblent au Soleil. Alors, on a repéré des étoiles qui ressemblent au Soleil par la couleur, par tout un processus astronomique. Et on espère, avec TESS, non seulement de trouver des planètes, mais si ça tourne autour d'une étoile qui ressemble au Soleil, eh bien, à ce moment, pourquoi pas trouver des planètes, parce que TESS sera beaucoup plus sophistiqué que Corot, pourquoi pas trouver des petites planètes, à ce moment, qui ressemblent à la Terre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions. Oui. Merci. Désolé, if it's possible to ask my question in English. Thank you for the talk. I understand that MMOS has worked in the past with CCP on other citizen science projects, and that leads me to be curious about, maybe you know, maybe you don't, I don't know, but in what manner does CCP, the game designers of EVE Online, to what manner do they plan on incorporating this in the game? Not just as a mini game, but maybe also within the game world. So if they discover a planet, is there now a new planet in EVE, for example? I don't know. Je peux vous répondre en français? No, sorry. But you know, hey, no,
I try. Oui, I oui, try. oui. You know. Ah, ok. Non, alors, pour le moment, les données astronomiques sont introduites dans le jeu parce qu'on m'a expliqué, enfin j'ai pu voir aussi, qu'il y a beaucoup de temps mort dans le jeu EVE Online. Il y a beaucoup de moments où le joueur doit attendre parce qu'il se déplace d'un endroit à l'autre, etc. Et pendant ce temps mort, il va pouvoir chercher des exoplanètes. Après, c'est une deuxième phase, ils veulent introduire plutôt la recherche d'exoplanètes, mais vraiment faisant partie intégrale du jeu. C'est-à-dire qu'il y a 8000 systèmes planétaires ou 10 000 ou je sais combien dans le jeu, et le joueur va tomber sur un nouveau système planétaire, et là on va lui donner les courbes de lumière pour qu'il puisse savoir, attends, cette planète, est-ce qu'elle est habitable? Cette planète, est-ce qu'elle n'est pas trop chaude, hein? Parce qu'on a trouvé des planètes où il fait 1000 degrés dessus. On a trouvé des planètes où il fait moins 200 degrés, donc qui ne sont pas habitables. Donc là, le joueur, il va être confronté à ces données-là. Mais ça, c'est dans une deuxième partie. Pour le moment, c'est uniquement pendant les temps morts du jeu, quand il se déplace d'une galaxie, d'un système à l'autre. Et il m'a dit que ça pouvait prendre à peu près, des fois, une demi-heure, 1 heure ou 2 heures. Voilà, ça c'est. Et puis maintenant, la réponse des joueurs, je sais que EVE Online a déjà introduit ce concept dans le jeu avec des photos de protéines à analyser. Et ils ont connu un succès phénoménal avec ce système-là. Donc, alors que les protéines ont peu de choses à voir avec l'essence du jeu, où on se balade dans une galaxie, où il y a des planètes, etc. Alors que la recherche d'exoplanètes, là, ça va encore plus attirer, enfin, c'est ce qu'on espère, ça va encore plus attirer le joueur. J'ai répondu à votre question? Ok. Je vais la faire en français, comme ça sera plus simple. Je sais qu'il y a d'autres jeux où ils vont carrément, pas seulement sur l'exploration du système, mais ils vont aussi sur les explorations des planètes. Est-ce qu'avec les données que vous avez à travers les satellites, ce serait un truc qui serait aussi envisageable ou pas, de dire on a trouvé une nouvelle planète, maintenant on va l'explorer pour voir si elle est habitable et puis on peut commencer à coloniser cette planète comme si on... Alors, voilà. Oui, il faut savoir que l'exoplanète la plus proche qu'on ait trouvée de la Terre, elle est à 4,2 années-lumière. Ça veut dire qu'avec la fusée la plus rapide qu'on ait jamais construite, c'est-à-dire c'est la sonde Horizon qui est arrivée sur Pluton il y a 2 ans, il faudrait 40 000 ans pour arriver sur cette planète. Donc, conquérir une exoplanète avec la technologie actuelle exclue. Maintenant, se dire, est-ce qu'elle pourrait abriter la vie? Pour qu'une planète puisse abriter la vie, la première chose, il faut qu'elle soit rocheuse. On peut mal imaginer une vie sur une planète gazeuse. Ça voudrait dire que l'être vivant, que ce soit une bactérie ou quoi que ce soit, serait attiré et serait détruit par la pression du gaz. Donc il faut une planète rocheuse. Ensuite, sur cette planète rocheuse, il faut qu'il ne fasse pas trop chaud, pas trop froid, c'est-à-dire dans la zone habitable. Ça enlève déjà beaucoup de monde. Ensuite, il faut qu'il y ait une atmosphère sur cette planète. Et puis, sur cette atmosphère, il faut qu'il y ait des gaz qui permettent la vie, c'est-à-dire principalement l'oxygène, la vapeur d'eau. Pour analyser la composition chimique d'une atmosphère, d'une exoplanète qui se situe à 20, 30, 100 années-lumière, il faut des appareils extrêmement puissants et extrêmement sophistiqués. On ne l'a pas encore. On l'aura à la fin de l'année prochaine avec le James Webb Space Telescope, qui est le successeur du télescope spatial Hubble, qui va être lancé par les Américains à la fin de l'année prochaine. Et les Européens, eux, sont en train de construire un télescope au Chili qui va faire 40 mètres de diamètre. 40 mètres de diamètre, c'est la patinoire de la Maladière. Hein, je veux dire, c'est un truc mais complètement fou. Et avec ces instruments-là, on espère pouvoir analyser la composition chimique des atmosphères. Thank you. My question will be about the methodology. I appreciate very well this experience because it's an experience when we don't start from scratch. There is a community, it's a success story, the game is here, and
you come with additional things in order to reach your target public. It's very nice, but you give us an example in astronomy. Is it possible, or is it because I think your Pôle National de Recherche is not only dedicated to astronomy; it's for science in general. So, are there other experiences that can be made with the same methodology in other domains? Oui, alors d'abord le pôle de recherche, il est uniquement sur les exoplanètes. On fait que de la recherche sur les exoplanètes. Comment elles se forment, comment elles évoluent, comment elles migrent. Bon, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je viens de dire, CCP a déjà fait l'expérience avec des photos de protéines, où il fallait reconnaître les protéines, il fallait classifier les protéines dans ce jeu EVE Online. Et ça a très 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 bien marché. Ça n'a rien à voir avec l'astronomie, mais ils pensent que justement voilà, ces données-là sont encore plus excitantes pour des joueurs qui se baladent dans la galaxie. Very, very impressive talk. Thank you so much. I have just a very naive question about the planet itself. With this system, actually, it's working only if the planet is going on the same axe. But what about, is there some solution when it's not coaxial? Alors, cette technique des transits, effectivement, il faut que la planète soit dans le même plan. Alors, si elle est tout près de l'étoile, ce qui arrive assez souvent, vous voyez que l'angle peut être assez grand. Donc, on estime qu'on peut comme ça observer 7 à 10% des planètes qui existent. Ah, mais ça dépend de l'étoile, parce que vous avez des étoiles qui sont beaucoup moins chaudes que le Soleil. On a trouvé par exemple sur Proxima b, donc l'étoile Proxima du Centaure, on a trouvé une planète qui tourne en 12 jours, mais où la température est identique que sur Terre, parce que l'étoile est beaucoup plus petite et beaucoup moins brillante. Thank you. What's the prize for the winner? Someone who discovered a planet? Alors justement, what does he win? Ça c'est une chose avec laquelle on a beaucoup insisté avec CCP. On leur a dit, si jamais il y en a un qui trouve, ou plusieurs joueurs, parce qu'il faut qu'il y ait un accord entre plusieurs joueurs. Hein. C'est sûr que nous, on reçoit les données par un seul joueur. S'il y a par exemple 200 joueurs qui trouvent quelque chose d'identique dans une courbe de lumière que nous, on n'a pas vu, alors à ce moment, ça nous intéresse énormément. Mais si c'est un seul joueur qui... on va pas... Donc, on a dit à CCP, écoutez, si vous avez un jour une planète qui est découverte, il faut récompenser le joueur, et nous, on est prêts à leur faire visiter l'Observatoire de Genève, ou si vous avez de l'argent, aller faire visiter un joueur un observatoire au Chili ou dans les Canaries, où là, vous avez les grands observatoires de professionnels. Et ça peut être aussi une motivation. Pour le moment, la motivation, c'est qu'ils gagnent de l'argent dans le jeu. Mais bon. Well, thank you so much. It was really a great talk, and I'm pretty sure that we have much more idea, and maybe for including in our research or games. Thanks again, and we have a small present for you. Ah, merci. So you will be full of ce que ça peut être. No, it's but the best one is actually the small one. Yeah, there's a very small one that is there. C'est quoi ça? Absinthe. Ah, Really one. wow, super. Yeah. Merci beaucoup. Welcome. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de venir. Thank you so much. And we're gonna continue with the next session. I forgot. J'enlève tout comme ça, là? Ah, yeah. The next session will be presented by Yacine Rekik from the Geneva Applied University. The thing is that Philomena is very, very sorry. I just got her, and she's still in bed. And she just say hi to everyone. And
by, yeah. And